Bienvenue dans cette seconde partie sur la crise de goutte. Lors de la première partie, nous avons présenté le cas d'un patient sportif atteint de sa première crise de goutte. Nous avons ensuite exposé les actions d'accompagnement du pharmacien d'officine lors de la délivrance de la colchicine, un médicament prescrit par son médecin pour soulager la douleur liée à la crise. Ces actions d'accompagnement vont influencer l'observance du patient vis-à-vis de son traitement et renforcer les messages prodigués par le médecin lors de la consultation. Nous allons reprendre ces actions d'accompagnement point par point. Dans cette vidéo, nous allons répondre aux 5 questions les plus fréquemment posées à l'officine par un patient atteint de sa première crise de goutte. La crise de goutte est une réaction inflammatoire puissante qui survient au niveau d'une ou plusieurs articulations. Le début est toujours brutal, souvent nocturne. En l'absence de traitement, un accès de goutte ne disparaît spontanément qu'en 1 à 2 semaines. Grâce à un traitement tel que la colchicine, la douleur disparaît en 10 à 24 heures en moyenne et la crise de goutte se résout en 3 à 4 jours. Il est donc important pour le patient de savoir reconnaître les symptômes de la crise de goutte, lui permettant ainsi une autogestion de la crise par la prise rapide d'un traitement symptomatique approprié. Les symptômes d'une crise de goutte peuvent difficilement passer inaperçus. De façon générale, la personne atteinte se couche le soir en se sentant parfaitement bien, puis s'éveille pendant la nuit en souffrant d'une douleur intense dans une ou plusieurs articulations. La douleur est maximale après 6 à 12 heures. L'articulation atteinte est rouge, chaude, gonflée et ne supporte aucun contact. Même si la première crise survient souvent à la base du gros orteil, la goutte peut aussi s'attaquer au genou, au talon ou à la cheville. Fréquemment, la crise s'atténue avec les activités matinales pour revenir la nuit suivante. Sans traitement, ce cycle peut durer jusqu'à 2 semaines, avant de se manifester à nouveau. Le délai de répétition est très variable en fonction des patients. Une deuxième crise peut parfois apparaître plusieurs années après la première. Entre 2 épisodes aigus, la maladie est silencieuse. À la longue, et sans prise d'un traitement adapté, l'évolution va vers des crises toujours plus répétées et rapprochées, avec une diminution progressive des intervalles libres, on parle alors de goutte chronique. La goutte chronique est observée après plusieurs années d'évolution sans traitement, environ 10 ans après le premier accès goutteux. Elle est le résultat d'une longue période durant laquelle le patient présente des taux d'acide urique constamment ou durablement supérieurs à 70 mg par litre. La concentration d'acide urique dans l'organisme est déterminée grâce à une prise de sang effectuée à jeun. Le taux normal se situe entre 25 et 60 mg par litre de sang chez une femme et entre 35 et 70 mg par litre chez l'homme. À un tel taux, l'acide urique reste dissous dans le sang. Il circule et peut être éliminé sans problème. Au-delà de ces proportions, l'acide urique est considéré comme en excès dans le sang. On parle d'hyperuricémie. Elle représente le principal facteur de risque de survenue de la crise de goutte. Sur 100 personnes hyperuricémiques, 10 développent leur première crise après plusieurs années d'hyperuricémie. L'acide urique dans le sang va s'accumuler autour et dans les articulations. Lorsque les conditions locales sont favorables, acidité suffisante, variation brutale du taux sanguin d'acide urique, microtraumatisme, des microcristaux d'acide urique se forment. Leur présence va entraîner l'intervention des cellules immunitaires de l'organisme qui tendent à se défendre contre ces microcristaux considérés comme des corps étrangers. Cette réaction immunitaire provoque l'inflammation à l'origine de la crise de goutte. Des cellules naissent et meurent tous les jours dans notre organisme. C'est ce qu'on appelle le renouvellement cellulaire. L'ADN et l'ARN des cellules mortes doivent être éliminés du corps. Ils sont dégradés en purine. L'acide urique est le produit final de la dégradation des purines. 65% des purines proviennent de notre corps et les 35% restants de notre alimentation. L'élimination d'acide urique passe principalement par les reins et la voie urinaire est responsable de l'excrétion d'environ 2/3 de l'acide urique journalier chez l'homme. L'autre tiers passe par le tube digestif. Si des excès alimentaires riches en purine contribuent à l'élévation de la production d'acide urique dans l'organisme, la majorité des hyperuricémies sont dues à des défauts d'élimination rénale de l'acide urique. Les défauts d'élimination peuvent être dus à un vieillissement naturel du rein,
à des anomalies génétiques, donc des facteurs héréditaires, ou encore à la prise de certains médicaments. Sur ce dernier point, le pharmacien doit également pouvoir, lors de la dispensation, repérer les médicaments pouvant potentiellement augmenter l'uricémie du patient, notamment les thiazidiques, les diurétiques de l'anse, l'aspirine à faible dose et l'antialdostérone. Les crises sont souvent déclenchées par une hausse soudaine du taux d'acide urique qui peut être provoquée par une alimentation riche en purine, comme par exemple un repas copieux composé de viande, de charcuterie, ou de poisson, ou de fruits de mer, ainsi qu'une consommation de bière, également riche en purine. Outre l'alimentation, d'autres facteurs peuvent également déclencher une crise de goutte. Un traumatisme physique, par exemple un choc en se cognant le pied contre un meuble par exemple, une situation de stress, une infection ou une intervention chirurgicale, ou lors de l'initiation de certains médicaments comme l'allopurinol, le traitement de fond de la goutte. Dans le cas de notre patient Vincent, l'accès goutteux a peut-être été déclenché par le stress engendré par la compétition sportive et l'excès de nourriture riche en purine accouplé à une consommation excessive de bière. Nous vous donnons rendez-vous dans la partie 3 pour connaître l'analyse de l'ordonnance de Vincent et dans la partie 4 pour les recommandations non pharmacologiques. Pour nous encourager à produire d'autres vidéos, merci de liker et de vous abonner à notre chaîne.